Que faire quand la vie semble se retourner contre nous? Quand la maladie, la perte, la désorientation viennent tout bouleverser? Il y a 10 ans, j'ai vécu une première crise de pseudo-polyarthrite rhumatoïde, très violente. Cette année, une seconde crise, plus modérée, mais tout aussi déstabilisante. L'irruption brutale de la douleur a mutilé mon existence. Les distances n'étaient plus les mêmes. L'espace s'est rétréci. Les gestes simples sont devenus impossibles. La cortisone m'a donné des nuits de 3 ou 4 heures, dans une agitation permanente. Je n'étais plus du tout moi-même. Tous mes rythmes ont été chamboulés. J'ai dû réinventer un nouvel équilibre, de nouvelles façons d'être. Comment faire ? Comment tenir quand la vie est réduite, quand la vie est mutilée? La vraie question est celle-ci. Est-ce que la solution vient de notre volonté, de notre raison, de notre force personnelle? Ou alors y a-t-il quelque chose qui nous porte, quelque chose de plus profond qui ne nous appartient pas, quelque chose dans la vie même qui cherche la vie? Face à cette épreuve, notre réflexe habituel est de chercher des solutions extérieures, traitements, conseils, stratégies pour revenir à la normale. Nous avons appris à voir le corps comme une machine, où l'épreuve est une panne à réparer. Mais quand le mur est à quelques centimètres devant soi, quand la maladie vous domine et que vous faites l'expérience radicale de l'impuissance, quelque chose d'autre se révèle. Quelque chose que moi, je ne cherchais pas, que je n'attendais pas. Dans cette confrontation avec mes limites absolues, j'ai touché quelque chose qui ne venait pas de ma volonté. Quelque chose qui continuait à œuvrer quand moi, je ne pouvais plus rien. Une force qui ne m'appartenait pas, mais qui était pourtant là, au cœur de l'effondrement même. Dans notre culture, nous avons appris à voir la santé comme conformité, être dans la moyenne, respecter des standards. Mais cette vision réduit la vie à un état stable, alors que la vie est en réalité mouvement, invention permanente. L'épreuve de ma maladie m'a révélé autre chose. La pseudo-polyarthrite rhumatoïde m'avait cloué au lit. Je ne pouvais plus me lever. Les douleurs au bassin et aux épaules me laissaient comme une tortue sur le dos. Mes trajets quotidiens étaient devenus presque impossibles. Quand la maladie survient, elle arrache brutalement à l'évidence du corps. Mais la vie ne s'arrête pas. Elle invente, non pas d'un seul coup, mais dans une lenteur déconcertante. Chaque jour apportait ses bricolages, un geste réappris, une position plus supportable, une respiration ajustée. Avancer signifiait pour moi tâtonner, essuyer des échecs, recommencer. Là où tout pour moi allait de soi, tout devenait apprentissage. C'est ici que Georges Canguilhem éclaire l'expérience. La maladie, écrit-il, n'est pas seulement rupture du normal. Elle est l'institution d'une autre norme.
La vie est normative. Elle invente de nouvelles règles pour continuer d'exister face à l'imprévu. Être en bonne santé, ce n'est pas correspondre à une norme idéale, mais posséder cette puissance de créer du nouveau lorsque les anciennes normes s'effondrent. La compensation corporelle n'est pas un pis-aller. Elle est l'expression même de la vitalité. La preuve que le pathologique est aussi créativité normative. Mais cette réinvention n'est pas solitaire. Dans l'épreuve, l'autre devient miroir et parfois révélateur. Le regard des proches change, oscillant entre compassion et inquiétude. Le médecin apporte des mots, des gestes techniques, mais aussi un rappel. Nous ne traversons pas seuls. Elle redistribue la vulnérabilité et le soin. Et parfois, c'est dans cette dépendance, dans ce soutien inattendu, que s'esquisse une autre créativité. Inventer avec l'autre de nouvelles manières de tenir, de partager, de vivre. Habiter la faille, ce n'est donc pas seulement survivre à une perte, c'est découvrir dans sa chair que la vie continue de se réajuster, d'inventer des possibles, même réduits, même fragiles. La maladie en est une manifestation, mais la faille est plus large. C'est cette structure fondamentale de l'existence où nos certitudes s'écroulent, où nous devons trouver d'autres voies. Quand j'étais cloué au lit, j'ai vu que mon corps ne capitulait pas. Il inventait d'autres chemins. Comme une rivière qui contourne l'obstacle, l'eau ne se contente pas de buter contre le rocher. Elle le creuse, le dépasse, dessine de nouveaux méandres. Ainsi en est-il de la vie. Elle transforme l'épreuve en passage. La santé véritable n'est pas l'absence de maladie, mais cette souplesse qui permet de se réinventer. Cette force silencieuse qui refuse la capitulation et qui, à travers nous, cherche toujours d'autres manières d'exister. Il y a un mystère au cœur de notre existence. Nous ne décidons pas de vivre, nous nous découvrons vivants. La vie qui nous traverse n'est pas un objet que nous possédons, mais une force qui s'éprouve elle-même en nous. Le philosophe Michel Henry a donné des mots puissants à cette expérience. Il parle de l'auto-affection de la vie ou encore de l'immanence de la vie à elle-même. Ces formules peuvent sembler abstraites, mais elles désignent quelque chose de très simple. La vie n'a pas besoin d'un témoin extérieur pour savoir qu'elle existe. Elle se sent elle-même, immédiatement, de l'intérieur. C'est cette certitude muette qui nous habite à chaque instant. J'éprouve que j'existe. La maladie rend cette vérité éclatante. Elle n'est pas seulement un dysfonctionnement biologique, mais une intensification du sentir. La douleur, la fatigue, l'épuisement ne sont pas seulement des manques. Ils révèlent la vie dans sa nudité. Quand la souffrance déborde,
la vie se sent plus brutalement encore, sans médiation, sans distance. Elle se touche et se révèle à elle-même à travers nous. J'en ai fait l'expérience dans mes nuits d'agitation sous cortisone. Tout semblait déréglé, mon corps brûlé, mes pensées s'emballaient. Et pourtant, sous ce tumulte, il y avait encore cette certitude sourde d'être vivant. Non pas comme un objet que j'aurais observé, mais comme une intensité inéluctable, une source qui ne cessait de se donner. Notre corps n'est pas une machine animée par un esprit. Il est chair vivante. Le lieu même où la vie s'éprouve elle-même, où elle se donne dans la souffrance comme dans la joie, dans l'élan créateur comme dans l'épuisement. Ce qui compte vraiment dans notre existence, la douleur, la jubilation, le désir, ne se voit pas. Cela se vit. Et cette dimension invisible n'est pas secondaire. Elle est le fondement de tout ce qui se manifeste. Ainsi, la puissance que nous ressentons en nous, cette capacité à souffrir, à aimer, à créer, n'est pas notre propriété privée. C'est la vie elle-même qui s'auto-affecte à travers nous, comme une sève qui monte, comme une chaleur qui irradie, comme une présence qui habite. La vie ne cherche pas son salut ailleurs. Elle porte en elle sa propre force de régénération, sa capacité à inventer de nouveaux possibles, même sous le poids de l'épreuve. Comme une nappe souterraine qui circule sous la terre gelée, elle continue de s'affirmer. Il y a une sagesse dans le fait de ne pas tout vouloir maîtriser, car parfois cette force silencieuse qui nous habite sait mieux que notre volonté consciente comment nous porter, comment nous traverser, comment nous recréer. Nous avons appris à croire que c'est notre tête qui gouverne notre existence. Mais l'expérience révèle une vérité plus profonde. C'est notre corps vivant, dans sa complexité, qui guide notre pensée. Je l'ai senti dans mes nuits blanches. Ce n'était pas ma volonté qui décidait de cette agitation, mais une grande raison corporelle qui cherchait, à tâtons, un nouvel équilibre face à l'assaut chimique. Avec la cortisone, impossible de lutter. L'effet était trop puissant, incontrôlable. Au lieu de trépigner contre un sommeil qui ne venait pas, j'ai accueilli cette nouvelle donne. Puisque je ne pouvais pas dormir, alors j'écrivais. La nuit, je poursuivais l'écriture de mon roman. Je dormais 3 ou 4 heures, me réveillais brisé, puis je faisais des siestes, et je retrouvais un peu de clarté. J'ai épousé le rythme de la vague. Je n'ai pas lutté contre. Au lieu de me crisper, j'en ai fait une disponibilité nouvelle. C'est alors que j'ai compris quelque chose de plus profond. Derrière mes insomnies et mes ajustements, il y avait une autre logique à l'œuvre. Une logique vitale, souterraine, qui transformait la contrainte en possibilité. Ce n'était pas vraiment ma volonté qui inventait, mais la vie elle-même qui cherchait une issue, qui ouvrait un nouvel espace de création. Dans ces nuits, j'ai perçu un combat silencieux. Ma tête voulait imposer le sommeil, retrouver la maîtrise. Mais mon corps, lui, cherchait un autre rythme, un autre équilibre. La bascule a eu lieu quand j'ai cessé de lutter.
quand j'ai accepté d'entrer dans ce dialogue. Alors, l'insomnie est devenue écriture. Ce passage de la crispation à l'accueil, de la volonté au consentement, m'a appris que la véritable intelligence naît de cette négociation entre la conscience et la sagesse du corps. En nous se joue un concert permanent de force, d'élan, de tension créatrice. Nos pensées, nos intuitions ne sont que l'écho en surface de cette symphonie souterraine. Cette intelligence du corps dépasse infiniment notre petite raison calculante. C'est ici que la pensée de Nietzsche éclaire l'expérience. Nietzsche parle de grande santé pour désigner cette puissance paradoxale. La capacité de traverser la maladie, la fatigue, les épreuves, et d'en faire le creuset d'une vie plus intense. La grande santé n'est pas l'absence de fragilité, c'est la force de les intégrer, de les transformer en ressources. La grande santé dit oui à la totalité de l'existence, même à ses parts d'ombre, même à ses chaos. Ainsi, les moments difficiles ne sont pas de simples accidents regrettables, ils sont nos plus grands enseignants. Ils révèlent en nous des forces latentes que la facilité laissait endormies. Dans l'agitation de ces nuits transformées, quelque chose en moi cherchait un nouvel accord, une nouvelle partition pour continuer la mélodie de l'existence. L'écriture nocturne est devenue cette partition inattendue, mais juste. Il arrive des moments où nos anciennes certitudes s'écroulent, où plus rien ne fait sens. Ces moments de vide sont en réalité des moments de gestation, car nous sommes par nature des êtres de création. Nous donnons du sens, nous inventons des formes, nous créons de la valeur. Cette capacité ne vient pas d'une volonté extérieure, elle jaillit de la vie même, de son énergie propre. La véritable santé ne consiste donc pas à ne jamais tomber malade. Elle consiste à pouvoir se relever, se transformer, faire de l'épreuve un passage ou même un tremplin. La santé la plus haute, la grande santé, est cette affirmation créatrice. Oui, c'est exactement cette vie-là que je veux, avec ses épreuves, et ses résurrections, ses nuits d'agitation et ses clartés inattendues. Au fil de l'épreuve de la maladie, 3 évidences se sont imposées à moi comme une seule et même révélation. J'ai découvert que la vie n'est pas un état stable, mais un élan créateur qui, face à chaque obstacle, invente de nouvelles voies. Cette force, je ne l'ai pas cherchée ailleurs. Elle surgissait en moi, dans le secret de ma chair, se renouvelant de l'intérieur même. Et c'est là que j'ai compris ce qu'est la plus grande santé. Non pas l'absence de fragilité, mais la capacité paradoxale de transformer chaque obstacle en création. Habiter la faille, c'est reconnaître cette vérité universelle. Qu'il s'agisse de l'épreuve corporelle de la maladie, de la déchirure d'une perte, de la désorientation d'une crise de sens ou de l'effondrement d'un projet, toujours la même force créatrice se tient là, tapis dans l'ombre,
prête à inventer d'autres chemins. Habiter la faille, ce n'est pas la nier. Ce n'est pas dire que tout est pour le mieux. C'est admettre sa violence et parfois son irréversibilité. Et pourtant voir que quelque chose continue d'avancer. Même au cœur de l'écroulement, la vie trouve encore de quoi se donner. Mes nuits d'agitation sous cortisone n'avaient rien de bénéfique. Elles étaient ce qu'elles étaient, imposées, épuisantes, brutales. Mais au lieu de les combattre en vain, j'ai appris à danser avec elles. Mon corps cherchait d'autres rythmes, d'autres façons d'être, une autre allure. Et l'écriture est devenue l'espace de cette invention. Une partition nocturne, inattendue, mais juste. Cette leçon dépasse de loin la maladie. Elle vaut pour toutes les failles existentielles. La créativité vitale ne signifie pas forcément aller mieux. Elle signifie parfois simplement vivre autrement, coûte que coûte. Cette nuance est cruciale. Elle évite l'illusion d'un optimisme forcé face aux souffrances réelles. Qu'il s'agisse de maladie, de deuil, de rupture ou de perte de sens, l'alchimie reste possible. Transformer l'épreuve en occasion de donner une forme nouvelle à sa vie. Ne pas seulement subir, mais faire œuvre, même fragile, de cette existence traversée et transformée. Habiter la faille, c'est consentir à la vie comme force d'invention, non comme une possession humaine. La vie n'est pas notre bien, elle s'éprouve elle-même à travers nous, comme le rappelle Michel Henry. Dans l'ombre comme dans la lumière, elle se déploie, elle se sent dans notre chair, sans que nous ayons à la maîtriser. La véritable santé, écrivait Georges Canguilhem, n'est pas conformité à une norme, mais capacité d'en inventer de nouvelles quand l'équilibre ancien s'effondre. Et Nietzsche voyait dans cette force paradoxale ce qu'il appelait la grande santé, dire oui à l'existence jusque dans ses failles, transformer la souffrance en ressource, l'écroulement en commencement. Peut-être est-ce là l'essentiel. Nous ne dirigeons pas cette puissance. Nous y participons. Et si nous écoutons, nous pouvons pressentir en nous cette force créatrice qui, même dans l'épreuve, cherche de nouvelles voies. Non pas comme une injonction à aller mieux, mais comme une présence sourde qui persiste. Sentir la vie qui se sent elle-même en nous, reconnaître l'intelligence qui nous traverse et nous dépasse. Découvrir, parfois au creux même de nos brisures, les passages vers une vie plus riche, plus habitée. Vos expériences et vos réflexions enrichissent ces échanges. N'hésitez pas à les partager en commentaire. Si cette réflexion vous a intéressé, abonnez-vous à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. J'aimerais faire de cet espace une véritable communauté de partage, un lieu où nous pouvons explorer ensemble ces questions qui nous traversent tous. Je vous remercie beaucoup.